Bonjour à tous, bienvenue dans votre épargne mérite toujours plus. Je me présente, je suis Nicolas Bazinet, directeur du développement du service épargne. Nous nous occupons des clients sur les stratégies de placement, d'épargne et d'optimisation fiscale. Nous allons aborder aujourd'hui la réduction d'impôts au travers des FIP, des fonds d'investissement de proximité. Pour cela, nous sommes ravis de recevoir Mathieu Boilet, président d'Odyssée. Bonjour Mathieu. Bonsoir à tous. Bonsoir. Alors, premièrement, je vais vous faire un petit rappel sur Bourse Direct. Bourse Direct est agréé par la CPR, supervisé par l'AMF. Bourse Direct est prestataire de services en investissement. Nous faisons de la réception, transmission d'ordre de bourse pour nos clients et l'exécution d'ordre pour le compte de tiers. Nous sommes conservateurs, dépositeurs et teneurs de compte pour nos clients. Bourse Direct est aussi courtier en opérations d'assurance immatriculé à l'ORIAS. Cela nous permet de proposer des contrats d'assurance vie, des plans d'épargne retraite comme les contrats d'assurance vie dédiés Bourse Direct Horizon et Bourse Direct Vie chez Generali et Apicil. Bourse Direct est aussi conseil en investissement, ce qui nous permet de vous proposer d'autres produits et de vous accompagner dans le conseil. Deuxièmement, nous allons aborder des points généraux, et chaque investisseur doit tenir compte de sa situation personnelle et ne pas avoir ni la performance passée ni la défiscalisation comme unique motivation de souscription. Il faut toujours bien comprendre le produit. Troisièmement, bien entendu, au-delà des définitions, avantages et risques que nous allons parler d'ici, il faut bien comprendre que ce webinaire a un caractère promotionnel. Vous présentez des produits pour que vous souscriviez chez nous. Il faut toujours se référer au statut, au prospectus et au DIC avant de prendre une décision finale d'investissement. Quatrièmement, toujours tenir compte des performances passées ne préjugeant rien des performances à venir. Et pour finir, nous allons vous faire une présentation de notre mieux pour vous présenter un contenu clair, exact et non trompeur. Durant la durée du webinaire, je vous invite à nous poser des questions au travers le petit applicatif à droite, en bas à droite, questions. On essaiera de répondre au mieux et j'interromprai Mathieu Boilet pour lui poser les questions si elles sont à propos. Sinon, je les prendrai et on les reverra à la fin de ce webinaire. Donc, rebonjour Mathieu. Alors, qui est Odyssée? Est-ce que tu peux me parler un peu plus d'Odyssée? Ouais. Alors, Odyssey Venture. Peut-être avant de vous parler d'Odyssey Venture, je vais faire un petit mot sur ce qu'est un FIP et ce qu'est un FCPR, puisque c'est un peu l'objet de ce webinaire. Alors, un FIP, c'est un véhicule de capital investissement qui offre d'abord une réduction d'impôt pour ses souscripteurs et qui les aide à faire un premier pas vers cet univers de gestion qu'est le capital investissement. Un FCPR, là on rentre plutôt vers un premier objectif qui est un objectif de diversification patrimoniale vers le capital investissement et on va avoir une enveloppe qui va permettre d'avoir une fiscalité privilégiée aussi bien à l'impôt sur le revenu qu'à l'impôt sur les sociétés. Voilà, ça c'était une très brève introduction produit. Maintenant, pour répondre à ta question, Nicolas, Odyssée, c'est une structure qui existe depuis 1999, donc on s'est créé au siècle dernier, et à partir d'un noyau qui était une équipe de capital risque qui avait été à l'origine de la création du premier FCPI, ça c'était en juin 1997. Donc ce qui est intéressant de noter, c'est qu'on a plus de 20 ans d'expérience commune et continue en tant que gérant d'Odyssey Venture, et donc une continuité, une cohérence dans les fonds qu'on a pu gérer par le passé, dans les fonds qu'on lève actuellement pour pouvoir les investir. On est un des leaders historiques dans la gestion de fonds de capital investissement destinés aux particuliers. Et on a levé plus de 600 millions d'euros à fin 2022 depuis notre constitution, avec des partenaires qui vont aussi bien être des partenaires qui sont de grands groupes bancaires que des conseillers en gestion de patrimoine, que des acteurs plus spécialisés comme peut l'être Bourse Direct. Alors on a toujours coutume de définir une société de gestion également par le track record, c'est-à-dire ce qu'elle a pu faire dans le passé. Donc là, je vous ai remis les distributions et valeurs liquidatives des fonds
au 30 juin 2023. Vous avez des fonds qui sont présents depuis 2005. Alors, c'est exhaustif, hein, vous avez tous les fonds qu'on a levés depuis 2005. Alors, pourquoi 2005 ? Parce que c'est la date de création de notre premier fonds d'investissement de proximité. On n'avait pas été très original à l'époque, on l'avait appelé Capital Proximité. Et ensuite, on a pu lever différents fonds, aussi bien des FIP que des FCPI d'ailleurs, des fonds communs de placement dans l'innovation également, comme Odyssée Innovation 2 ou Bourse Innovation 3, qui étaient nos derniers FCPI. Ensuite, on s'est plutôt tourné vers le FIP et vers des FCPR. Alors, on reviendra sur le FCPR après. Nicolas me posait la question tout à l'heure, mais pourquoi le FIP ? En fait, parce que le FIP va nous permettre de faire pratiquement tout ce qu'on fait au travers d'un FCPI, c'est-à-dire toutes les entreprises de technologie qu'on peut accompagner au travers d'un FCPI, à ceci près que nous, on intervient uniquement pour accompagner des PME de croissance française. Donc, la possibilité que nous offrirait un FCPI de déborder sur l'Europe ne nous intéresse pas beaucoup, puisque nous n'accompagnons que des PME de croissance française. Et donc, au travers d'un FIP, on peut aussi bien accompagner des PME de technologie que des PME qui sont dans d'autres secteurs. Et donc ça va nous permettre de marier les différents secteurs. On va également diversifier nos investissements sur une vingtaine de participations. On va diversifier également nos typologies d'investissement. On va aussi bien investir dans des entreprises qui promeuvent de la rupture technologique que dans des entreprises qui font du développement en région, qui souhaitent lever des fonds pour racheter un concurrent, qui souhaitent se projeter à l'international. Donc on va marier ces diverses stratégies d'investissement pour marier les risques qui sont attachés à chacune de ces stratégies et faire en sorte au total d'arriver à la meilleure diversification possible des risques, aussi bien donc en matière sectorielle qu'en matière de typologie d'investissement, qu'en matière unitaire, puisque encore une fois, on va investir sur une bonne vingtaine de participations. Alors vous constatez que dans un premier temps, on a des fonds qui vont dégager des performances négatives, hein, qui sont liées au fait qu'on va déployer l'argent qui nous est confié sur 2 à 3 ans et que les projets d'investissement qu'on va accompagner sont des projets qui vont nécessiter 3, 5 ans, 7 ans pour arriver à créer la valeur qu'on en attend. On va arriver au bout de 6 ans, 7 ans à de premières sorties de nos portefeuilles qui vont permettre d'alimenter des distributions, c'est ce que vous avez là. Retenez qu'il y a une règle chez nous, c'est que on inscrit dans le règlement de nos fonds une première distribution au 7e anniversaire du fonds. Donc là, vous avez une première distribution qui a été effectuée sur ces fonds-là. Alors, le niveau de la première distribution indique pas forcément le niveau de la performance finale d'un fonds. Pour vous donner juste un exemple, ce fonds-là, qui était de génération 2014, donc qui a fait une première distribution de 400 € par part au 7e anniversaire du fonds, donc autrement dit, il a rendu 40% de ce qui avait été confié par les souscripteurs au 7e anniversaire du fonds. Donc 2021, c'était en pleine période de crise sanitaire, et la crise sanitaire avait ralenti la maturation de nos portefeuilles. Et sur ce fonds-là, on a connu une accélération des sorties sur l'année 2023, liée au fait qu'on a eu des entreprises qui ont réaccéléré post-période de crise sanitaire, et on a été en mesure, sur cette génération-là, de pouvoir distribuer, grâce à ces sorties, qui ont rentré du cash dans le portefeuille, 1500 € par part. Et donc on a, en novembre, pris 1500 € sur cette valeur liquidative de l'ordre de 1800 €, et on les a ajoutés à la colonne distribution qui est là. Donc ça participe du mouvement de liquidation progressive de ces fonds. Notre objectif au final, c'est d'afficher liquidé dans cette colonne-là. Ça veut dire que là, on aura vendu la totalité de notre portefeuille et été en mesure de retourner la totalité du cash auquel le porteur a droit.
Alors, Nicolas parlait de risque tout à l'heure. Sur ce type de produit, vous avez bien sûr le premier risque qui était un risque de capital, de perte de capital, qui est lié au fait qu'on investit dans des PME non cotées et qu'on a des risques de défaillance de ces entreprises qui sont associés. Le deuxième risque, c'est le risque de valorisation. Quels que soient les efforts qu'on puisse faire pour valoriser au mieux nos participations, on aura des sorties qui se feront à des niveaux de valorisation qui seront différents en plus ou en moins de ce qu'on a pu inscrire dans nos valeurs liquidatives. Donc ça, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon le risque de valorisation. Et puis le troisième risque qui est illustré ici, c'est le risque de liquidité. Vous voyez, là, on a des fonds de génération 2012-2013 qui auraient dû être liquidés mi-2022, mi-2023. Il nous reste une ou deux participations sur chacun de ces fonds. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Au 10e anniversaire du fonds, en l'occurrence, c'était des fonds à 10 ans, on a refait un inventaire du cash, on a retourné le cash au porteur, donc il a pu déjà récupérer ce niveau-là, et puis on continue à travailler sur notre portefeuille pour arriver à sortir ces dernières participations et à les transformer en cash. Donc vous voyez bien le risque de liquidité là qui est illustré dans la transformation d'entreprises non cotées en cash. Alors bien entendu tout cela est parfaitement encadré avec d'abord l'interdiction de prélever toute commission de gestion à partir du moment où le fonds est allé au-delà de sa durée de vie réglementaire. Donc ça veut dire que nous, on travaille gracieusement, entre guillemets, pour nos porteurs. Et en plus, on supporte tous les frais annexes liées à la gestion du fonds, qui normalement sont supportés par le fonds et qui sont les frais de commissaire aux comptes, dépositaires, gestion administrative et comptable, les honoraires divers, etc. Donc si on le fait, si on continue à travailler sur ces queues de portefeuille, c'est pour en tirer toute la valeur et pour être en mesure de retourner le maximum de cash à nos porteurs. Alors, en termes de stratégie d'investissement, ce qu'on va déployer comme moteur de performance, c'est la croissance organique. Nous, notre ADN, c'est vraiment d'aller accompagner des entrepreneurs sur des niches de marché qui, selon notre analyse, se révéleront en croissance. Le deuxième moteur, c'est un peu de levier financier. On a encore des taux réels qui sont historiquement bas et on a certains développements d'entreprises qui se prêtent particulièrement bien au levier financier. Je pense par exemple à tout ce qui est retail, tout ce qui est développement de points de vente. Et puis également la croissance externe. C'est pas toujours possible, mais quand on peut le faire, ça nous permet d'accélérer le développement de nos participations. Donc, je vais vous citer quelques exemples pour illustrer la diversité des investissements qu'on peut faire. Alors, ces investissements, pour l'instant, ce sont de jeunes investissements. Ils sont toujours soumis à un risque de défaillance. Je prends un premier exemple qui est l'investissement en B2C. B2C, ça veut dire qu'on va s'adresser directement aux consommateurs. Et en l'occurrence, on est dans le secteur de la restauration italienne. On est sur un groupe qui s'appelle Gruppo Mimo. On en est à 6 restaurants développés en propre, 7 d'ailleurs parce qu'on vient d'ouvrir le dernier à Vincennes. Et on se développe donc en région parisienne. En propre, l'entreprise fait actuellement 1,3 million d'euros de chiffre d'affaires mensuel à peu près. Donc on a passé la quinzaine de millions d'euros de chiffre d'affaires pour une entreprise qui s'est constituée en 2021, c'est déjà très très bien. Et on va développer une nouvelle patte qui est une patte en franchise. Après avoir bétonné notre format, notre modèle d'activité, à la fois en termes de recettes, en termes de sourcing, d'approvisionnement auprès de fournisseurs napolitains, siciliens, et le marketing digital, qui est un point qui est très important sur ce dossier-là. On est en mesure de remettre ce cahier des charges à des restaurateurs entrepreneurs en région. Et la première expérience se fera à Bordeaux au premier trimestre 2024. Donc on est sur un marché qui est très très large, qui est l'un des marchés les plus larges de la restauration hors foyer. La restauration italienne, c'est de l'ordre de 5 milliards d'euros par an.
Et on a une excellente complémentarité managériale entre un fondateur qui est plutôt l'expert de l'efficacité opérationnelle en salle et en cuisine, et puis un autre fondateur qui, lui, est spécialisé sur les réseaux sociaux et qui est capable de faire venir la clientèle au travers du marketing qui est effectué sur ces réseaux sociaux. Donc là, retenez qu'on est sur un développement en région et sur le secteur de la restauration. Là, je passe sur un dossier qui est complètement différent, qui est Abelite. Là, on est sur un investissement qui, dans notre jargon, est B2B, donc qui s'adresse à des business, à des entreprises, et qui est un dossier qui est très technologique. Alors, pour l'illustrer, la recherche qui a conduit à la création de Abelite a été récompensée par un prix Nobel qui a été décerné en 2014 à 2 scientifiques français, et qui est une petite révolution, c'est le passage de la microscopie à la nanoscopie. C'est-à-dire qu'on est capable de gagner 10 fois en termes de résolution, et que là, par exemple, vous étiez à 200 nanomètres de résolution, vous ne voyez pas grand-chose de votre système neuronal, et là, à 20 nanomètres, vous commencez à visualiser quelque chose qui est extrêmement petit. Pour vous donner un ordre de grandeur, le virus de la Covid, c'est quelque chose qui fait une taille comprise entre 40 et 60 nanomètres. Donc 20 nanomètres, vous commencez vraiment à pouvoir visualiser, concrétiser des choses qui sont extrêmement petites. Alors ce dossier-là, on n'a pas investi dedans au moment où la validation scientifique a été couronnée par le fait d'avoir reçu un prix Nobel, c'est-à-dire en 2014. Après, il y a eu encore beaucoup de travail de recherche, beaucoup de travail d'industrialisation, pour finalement arriver à ce module qu'on plug sur un microscope qui est déjà une bête de course et qui est commercialisé par des acteurs comme Zeiss, comme Olympus. Et c'est ce module qui permet de gagner en définition, en résolution. Et la véritable opportunité en termes de business pour nous, elle arrive maintenant, au moment où on va avoir un marché qui s'élargit. Alors bien sûr, on touchait déjà des laboratoires universitaires, donc académiques, en Europe, aux États-Unis, en Asie, etc. Mais aujourd'hui, on commence à avoir un marché qui s'ouvre aux grands comptes privés du milieu de la santé, les grands groupes pharmaceutiques, les grands groupes cosmétiques qui commercialisent également des solutions qui relèvent de données dermatologiques en particulier. Et donc ces gens-là ont besoin, pour leur propre équipe R&D, d'intégrer ce type de matériel. Et là, on raisonne à une échelle qui est beaucoup plus importante en termes de marché. Et donc c'est là que ça nous intéresse de nous positionner, parce que la ressource la plus rare pour nous, c'est vraiment le temps, c'est le moment où on va être capable d'avoir une croissance de l'entreprise qui va être le plus importante possible, la plus importante possible, sur le minimum de temps possible, puisque bien sûr l'argent qui nous est confié, il nous est confié pour une durée contenue, et que l'objectif, c'est de le rendre derrière à nos souscripteurs. Donc là, retenez sur ce dossier que vous êtes sur un dossier de rupture technologique, avec un déploiement à l'international d'une entreprise qui réalise déjà 25% de son chiffre d'affaires aux États-Unis. Donc quelque chose de complètement différent par rapport à l'investissement que je vous ai présenté il y a quelques minutes. Et puis, dernier investissement, pour illustrer le fait qu'on peut travailler aussi en business to business, c'est-à-dire en vente à des entreprises dans un secteur qui est non technologique, grâce à nos fonds d'investissement de proximité, à nos CPR. Là, on est sur une activité qui est l'impression numérique. Donc l'impression numérique, il faut préciser tout de suite qu'on n'est pas sur l'impression traditionnelle, on n'est pas en train d'éditer des livres ou des brochures, où là, clairement, on est sur un passage
progressif au digital et sur un marché qui est en baisse. Là, on est sur un marché qui va permettre de faire de l'impression numérique pour des moyens et des grands formats. On va être essentiellement sur de la publicité sur les lieux de vente, on va être sur des formats importants qui vont pouvoir être déployés sur des bâtiments, etc. Et ce marché de l'impression numérique, lui, il est en forte croissance. Mordor nous dit que sur 2023-2028, on sera encore à 6-7% de croissance sur ce marché. Et là, le mode de développement qu'on accompagne, c'est un mode de développement par croissance externe. Et on fait du développement en région par acquisition successive d'imprimeries. Ces imprimeries, ce sont des outils qui sont très capitalistiques. Donc ça veut dire qu'elles sont pas forcément en mesure de disposer de l'intégralité du parc machine qui permettrait de répondre à un client. Et donc là, l'idée, c'est qu'on peut servir des clients en proximité, par exemple à Montpellier, un client qui va avoir besoin d'une prestation qui ne pourra être effectuée que par l'imprimerie lyonnaise qui dispose des machines qui permettent de répondre à sa demande. Et donc, ça permettra, en transparence pour le client, de pouvoir le servir en région à partir de produits qui seront élaborés dans les diverses imprimeries du groupe. Donc on est vraiment sur une logique de maillage territorial, et ce maillage territorial, il va permettre de servir le client dans chacune des régions où sera implantée une unité du groupe Leaderprint. Donc on est sur une entreprise qui connaît un rythme de développement à la fois en croissance organique et également en croissance externe. Donc c'est notre thèse d'investissement, c'est la croissance externe, avec un développement qui se fait essentiellement en région, en restant au niveau hexagonal. Donc les investissements que je vous ai décrits, c'est des investissements que vous allez retrouver dans deux types de véhicules. Alors, c'est un programme d'investissement qu'on déroule et qu'on va pouvoir loger dans deux types de véhicules d'investissement. Le premier véhicule, c'est le FIP. Le FIP, il a cette caractéristique d'être investi en entreprise éligible à hauteur d'un certain quota. Ce quota, il est de 90% pour notre FIP Odyssée PME Croissance numéro 8. Et le calcul de la réduction d'impôt se fait en appliquant un taux de 25% à ce quota. C'est pour ça que vous avez 90% multiplié par 25%. Ça vous fait une réduction d'IR 2023 de 22,5%. Sur ce fonds, on a un minimum de souscription qui est de 3 000 € parce que ça nous permet de réduire en proportion les frais liés aux dépositaires, puisque ces frais dépositaires sont essentiellement assis sur le nombre de porteurs qu'on a dans nos fonds. Donc plus on a un montant de souscription moyen faible, et plus en proportion on va avoir des frais dépositaires élevés. Donc c'est pour ça que vous avez un minimum de souscription de 3 000 €. Et bien sûr, cette réduction d'IR, elle doit se loger au sein du plafond global des niches fiscales de 10 000 €. Donc ce que je vous disais tout à l'heure, ce produit-là, c'est un produit qui est destiné à des gens qui souhaitent bénéficier d'une réduction d'impôt et qui souhaitent également, c'est ce qu'évoquait Nicolas, faire un premier pas vers le capital investissement. Alors le deuxième produit qu'on met en avant, c'est un produit qui est un FCPR, où là, on va avoir un taux d'investissement un peu particulier de 75%, qui va être essentiellement en augmentation de capital. D'ailleurs, ce fonds, il s'appelle FCPR Odyssée Action. Il sera complété au fur et à mesure d'investissements en obligations convertibles ou en rachat d'actions pour le saturer en investissement. Et là, pour nous, c'est un fonds qui va venir en relais du FIP avec un minimum de souscription qui va être de 10 000 €. On a une période de souscription qui est de 18 mois et qui va se finir prochainement au 31 mars 2024. Donc c'est un fonds qui existe déjà depuis septembre 2022, qui a déjà réalisé 6 investissements.
dont Abelite ou Leaderprint, dont je viens de vous parler. Il a toujours la même règle de distribution, comme tous nos fonds, un premier rendez-vous au 7e anniversaire du fonds, et il pourra être prorogé de 3 années supplémentaires jusqu'au 30 septembre 2032. Donc là, vous êtes sur un fonds qui va offrir à ses souscripteurs une diversification patrimoniale. Vous avez un avantage fiscal qui n'est pas négligeable, qui est l'exonération d'IR sur les éventuelles plus-values du fonds. Donc c'est la même chose que vous avez sur le FIP. Sur le FIP, vous avez en plus une réduction d'IR. Sur le FCPR, vous avez seulement une exonération d'IR. Mais elle n'est absolument pas plafonnée, quel que soit le montant des souscriptions qu'on peut recueillir à l'IR, la fiscalité est de 0 à l'IR sur ce produit-là. On a également la possibilité de le loger dans des structures à l'IS, et là on sera sur un taux à l'IS qui sera compris entre 0 et 15%, donc on a également un taux privilégié, même s'il n'est pas exactement nul, on a un taux privilégié également à l'IS, et la possibilité d'utiliser ce produit en remploi de cession, c'est-à-dire quand on est entrepreneur, la possibilité d'apporter les titres de son entreprise avant qu'elle soit vendue à une holding patrimoniale, et c'est cette holding patrimoniale qui va vendre l'entreprise, et la plus-value en report d'imposition qui aura été matérialisée à l'occasion de l'apport des titres de l'entreprise à la holding patrimoniale sera placée en report d'imposition, donc à partir du moment où il y a un engagement de remploi de 60% du produit de cession vers des produits qui sont éligibles au remploi de cession, et ce FCPR est éligible au remploi de cession. Donc on est dans un cas un peu particulier de l'entrepreneur qui a créé en nom propre son entreprise, qui est actionnaire en direct de son entreprise, et qui va souhaiter capitaliser dans une structure à l'IS. Je ne sais pas si à ce stade vous avez des questions par rapport aux exposés que je viens de vous faire. J'essaye de répondre au fur et à mesure aux questions dans les questions. Il n'y a rien qui est trop à propos que je peux pas répondre. Mais moi j'ai une Ouais. question. Souvent je dis que j'aime bien présenter les FCPR des sociétés de gestion, c'est-à-dire que pour montrer que la société de gestion ne fait pas que des produits fiscaux pour les particuliers, et a une gestion qui est bien définie à côté. Et je dis aussi que les FCPR sont des produits sans contrainte de gestion, qui doivent, le fait de ne pas avoir de contrainte de gestion, donc pas de contrainte de gestion, pas de réduction d'impôt, mais cette exonération de la plus-value à terme. Et comme il n'y a pas de contrainte de gestion, la performance est meilleure. Est-ce que, et là tu me dis que les caractéristiques sont assez similaires aux produits FIP que vous avez. En quoi va-t-il y avoir un petit peu de différence pour essayer de chercher plus de performance ou pas dans le FCPR par rapport au FIP? Est-ce que je suis Alors, clair? oui, tu es parfaitement clair. En fait, nous, on va dérouler un programme d'investissement, et ce programme d'investissement, il va se déverser, entre guillemets, dans 2 types de véhicules d'investissement que sont un FIP ou un FCPR. Et très souvent, on a des co-investissements qui sont réalisés par nos FIP et par nos FCPR. Alors, la question derrière, c'est finalement, quel est le produit qui va être le mieux adapté à l'investisseur? Si on est face à un investisseur, personne physique, qui souhaite investir 5 000 euros, bénéficier d'une réduction d'impôt et faire un premier pas sur le capital investissement, ben, c'est plutôt vers le FIP qu'on va s'orienter. Si on est
en face d'un entrepreneur qui souhaite réaliser un remploi de session, si on est face à une personne physique qui souhaite investir 50 000, 60 000, 100 000, 500 000 euros et qui souhaite une diversification patrimoniale, la question fiscale de la réduction fiscale en fait va passer vraiment au second plan. Et ce qui va passer au premier plan, c'est comment est-ce que je peux aller chercher une exposition au capital investissement sur une stratégie d'investissement qui là, en l'occurrence, ce sera le fait d'investir dans les entreprises qui sont diversifiées d'un point de vue sectoriel, d'un point de vue typologie d'investissement, où je vais me retrouver dans un produit qui est agréé par l'AMF et donc qui va être soumis à un certain nombre de contraintes de protection de l'épargne, qui par exemple ne pourra jamais investir plus de 10% de ses souscriptions sur une même cible d'entreprise. Voilà, c'est ça qui va vraiment faire le choix, mais pour nous, il n'y a pas de différence qualitative entre le FIP et le FCPR. Simplement, on ne va pas avoir les mêmes besoins, entre guillemets, ou les mêmes attentes de la part de nos investisseurs selon le support. Ok, je comprends mieux. J'ai une question d'une personne. Donc, je reprends sur le FIP. Vous êtes à 90% d'investissement dans du quota de PME éligible, ce qui vous permet d'avoir une réduction d'impôt de 25% de 90%, c'est-à-dire 22,5. Dans ton FCPR, tu mets que c'est supérieur à 75%. Alors, que faites-vous des 25 autres pourcents et pareil, distribution, que la trésorerie peut être amenée à moins de 10% euh, ah oui, en 2029. D'accord. Donc, vous, vous Alors, avez plus de 75%, 25% de trésorerie. alors, c'est vrai que dans ce slide, j'étais un peu elliptique. En fait, le ratio de 75% que j'évoque ici, c'est le ratio qui va permettre d'avoir un FCPR qui est éligible au remploi de cession, parce qu'on va Ouais. être à 75% essentiellement d'augmentation de capital. D'accord? Et on va compléter ce ratio de 75% avec des investissements de type obligation convertible, de type rachat d'actions, qui vont faire progresser notre exposition aux PME de croissance qu'on accompagne. Donc, on va dépasser en réalité ce ratio de 75% pour avoir une gestion qui va être assez proche de celle qu'on a sur un FIP. Donc, la réalité, c'est qu'on a en fait très peu de trésorerie résiduelle sur ces fonds et que l'argent, il est vraiment mis au travail pour accompagner des PME. Super. Je revenais juste quand tu as fait ta présentation tout à l'heure sur les performances de vos fonds. Alors, les performances passées ne préjugeant rien des performances futures. Mais c'est vrai que vous, historiquement, vous avez quand même eu la régularité. Vous avez des produits qui sont un petit peu plus longs ou, enfin, que la concurrence ou pas. Mais vous avez toujours distribué le plus tôt possible des remboursés par anticipation le plus tôt possible, euh, votre trésorerie et que historiquement, à 8 ans, vous aviez presque remboursé 100% du nominal. Et ça, c'est une bonne chose. Et, et une autre chose, je suis toujours dans la présentation des entreprises, je suis toujours euh, ravi de voir que cet argent-là que les clients mettent, ça va toujours en direction de chefs d'entreprise, d'entreprises françaises. Et quand je vois pas le génie de nos entrepreneurs, mais je suis toujours ravi de voir que cet argent-là va financer ces entreprises. Alors c'est l'autre intérêt, c'est vrai que je ne l'ai pas mentionné, hein, c'est que quand on investit dans des FIP et des FCPR, et en particulier avec ce type de stratégie de gestion qui est orientée vers les PME de croissance, où ce qu'on va financer, c'est le développement de ces entreprises, on sait aussi que les PME sont les entreprises qui créent l'essentiel de l'emploi. Donc ça donne du sens, au-delà de l'intérêt financier qu'on peut avoir à souscrire ce type de produit, ça donne un peu de sens à l'épargne.
Alors, j'ai eu d'autres questions qui sont sur la durée d'investissement. Donc, c'est ce qu'on parlait entre le FIP et le FCPI. Vous avez 18 mois de période de souscription sur les deux produits à peu près. Et vous avez à peu près 10 ans de durée de détention. Mais vous c'est 10 plus, de ce que j'ai vu là, 2 fois un an sur le FIP. Et là, on est jusqu'à 2032. Donc c'est-à-dire qu'on est 10 ans sur le FCPR aussi, et il a commencé un an plus tôt, donc on est plutôt sur 11 ans et 11 ans, Alors, c'est pas tout à fait ça. 12 ans. C'est pas tout à fait ça, Nicolas. En fait, les périodes pour le FIP, c'est 7 ans plus 2 ans de prorogation, donc on est à 9 ans. Et sur les FCPR, on est sur 7 ans plus 3 ans de période de prorogation, donc 10 ans. Mais je te rejoins, ce fonds, il a été constitué il y a déjà un an, le FCPR, et donc le temps a glissé, et on est maintenant sur une durée, y compris période de prorogation, de 9 ans. Alors, ce que tu évoques, c'est qu'effectivement, on a toujours ce risque de liquidité, le fait qu'on peut légèrement déborder pour quelques participations sur la fin de vie du fonds, avec les règles extrêmement Oui, précises dans ce cas-là que j'ai évoqué, c'est-à-dire prise en charge de l'intégralité des frais de gestion par la société de gestion, de façon à être certain, et c'est sain, d'avoir une convergence d'intérêts entre le porteur et la société de gestion. question sur les frais, évidemment. Vous avez des frais de gestion là sur le 3,1% TTC en commission de gestion sur le FCPR, et 3, 2,5 sur le FIP. Ouais. Le TFAM, il prend en compte les droits d'entrée maximum qu'on peut vendre le produit. Et chez Bourse Direct, on a mis en place un process de souscription en ligne qui nous permet de ne pas prendre de frais d'entrée sur ces produits. Et donc, le TFAM redevient au même niveau que les commissions de gestion, c'est-à-dire 3,10%. Alors ce serait extraordinaire si c'était le cas, mais on a malheureusement quand même quelques frais annexes, frais dépositaires, commissaire aux comptes, gestion comptable et administrative, qui font que en réalité les frais de gestion sont un peu supérieurs à ça. Mais le TFAM intègre aussi des frais qui sont des frais qui vont être proportionnels à la valeur des sorties de nos participations. En particulier, je pense à des honoraires qui sont perçus par des banques d'affaires sur la valeur de sortie de nos participations. Et dans ce cas-là, à la limite, plus il y a de frais, et mieux on se porte, parce que ça veut dire que on a fait de belles sorties qui génèrent des rémunérations conséquentes pour les banques d'affaires qui les accompagnent. Donc ces frais, il ne faut pas les sous-estimer, hein, il faut pas c'est des frais qui sont d'un montant relativement significatif, mais il faut aussi les relativiser par rapport aux frais qu'on peut connaître sur des produits actions cotées, où là, j'ai un peu plus de souscription, je vais acheter un peu plus de mon programme d'investissement que j'ai prédéfini, et donc j'ai pratiquement pas de frais supplémentaires. Nous, à chaque fois qu'on investit 1 million d'euros dans une société, ça veut dire qu'il nous faut le nombre de personnes pour suivre cette société-là. Et donc, ça veut dire qu'on a des frais qui sont forcément plus importants que ce qu'on peut connaître dans la gestion cotée, en particulier quand on cible, comme on le fait, des PME de croissance qui vont nous prendre pas mal de temps en termes d'accompagnement, et avec des tickets d'investissement qui sont de l'ordre de 1 à 5 millions pour l'essentiel de nos investissements, tout véhicule d'investissement confondu. Donc c'est pas la même chose quand on achète en faisant clic-clic sur un clavier des dizaines de millions d'euros de LVMH, et quand on passe du temps à accompagner des PME avec des tickets qui sont compris entre 1 et 5 millions d'euros. Et ça sert à rien de mettre plus d'argent dans une PME que ce qui est nécessaire.
parce que elle ne peut absorber et donner de la productivité et rentabiliser que l'argent qu'elle va être capable de mettre efficacement au travail dans son développement. Bien. J'ai une question qui est le suivi de notre investissement en FIP ou FCPR s'effectue pendant 7 à 10 ans depuis l'interface de Bourse Direct. Alors, euh, vous avez aujourd'hui le site épargne.boursedirect.fr et le site boursedirect.fr sont pas réunis. Donc, l'interface se fait sur le site épargne.boursedirect.fr, mais qui est 100% à Bourse Direct. Euh, et on vous accompagne. Nous, on a commercialisé notre premier fonds depuis en 1999. Euh, on a accompagné nos clients depuis tout ce temps-là. On est vraiment sur la durée, sur l'interface portefeuille, vous allez voir, retrouver ce que vous avez investi, la performance, la plus-value avec avantage fiscal, hors avantage fiscal, c'est marqué dessus. Et, euh, et on est assez long-termiste sur notre approche je connais Mathieu Boilet depuis, je crois, 2001, où on a commercialisé ses premiers fonds, et au vu des performances, on en est très content. Euh, donc, euh, donc va vous accompagner pour les 7 à 10 prochaines années sur le débouclage de cette opération, euh, sans aucun problème. J'ajouterais, Nicolas, que on a récemment remis à jour notre site internet et que pour les personnes qui voudraient avoir plus de détails, plus d'informations sur les entreprises qu'on accompagne, sur l'historique de nos fonds, je les invite à se rendre sur ce site et en particulier à consulter notre lettre semestrielle. Et dans cette lettre semestrielle, on reprend tout l'historique des fonds de façon à ce que dans un seul document, on puisse avoir une vue exhaustive sur tous les fonds encore en activité de notre société de gestion. Super. C'est vrai que vous avez un nouveau site. L'ancien était un peu ancien. Un peu. Je regarde si on a. Est-ce que vous avez il y a une question sur le type d'entreprise. Est-ce que vous avez des secteurs privilégiés chez Odyssée? Alors ça, c'est une des grandes caractéristiques de notre gestion, c'est qu'on est athématique. On n'aime pas les thématiques. Parce que quand on embarque des porteurs pour des durées qui sont longues, hein, on embarque les gens sur des durées de 9-10 ans, parce qu'il faut toujours raisonner, y compris période de prorogation, on ne sait pas ce qui va se passer, on n'a pas de boule de cristal, donc au bout de 4-5 ans, qu'est-ce qui peut arriver? Il peut arriver des tas de choses. Hein. Je vais prendre le dernier exemple que j'ai en tête. Vous avez une crise de croissance en ce moment sur le secteur des énergies renouvelables, en particulier sur le segment de l'éolien, avec des problématiques que vous avez peut-être entendues concernant un gros fabricant de turbines qui est Siemens Energy, qui a dû recourir à 15 milliards de garanties de l'État fédéral allemand. Derrière, vous avez une inflation des coûts matières, donc des problèmes d'approvisionnement liés aux turbines de ces éoliennes, des taux d'intérêt qui ont quand même fortement cru depuis 3-4 ans. Et quand vous construisez des modèles de développement qui sont 90% dettes, 10% fonds propres, et vous avez plus 4% sur les taux d'intérêt, votre business plan, forcément, il n'est plus le même. Et donc des acteurs de l'éolien aujourd'hui qui sont obligés de se retirer de marchés qu'ils avaient pu obtenir auprès d'États ou de régions et avec des coûts qui sont importants. Donc, je refais mathématiques, je vends de l'énergie renouvelable, c'est formidable, on va sauver la planète.
Et puis, 4-5 ans plus tard, j'ai une crise de croissance sur mon secteur de l'éolien et je peux avoir une part significative de mon portefeuille exposé à cette thématique. Donc, encore une fois, nous, ce qui va nous intéresser, c'est de pouvoir aller dans différentes niches de marché qu'on estime en croissance. Alors, on peut se tromper, hein, mais on ne va pas se tromper sur toutes les niches de marché sur lesquelles on va embarquer nos porteurs. Et c'est ce qui fait qu'on peut avoir aussi de la résilience en termes de performance sur nos fonds, c'est qu'on va les diversifier sectoriellement. Et derrière une thématique, vous avez toujours un secteur. Donc attention aux investissements sous format thématique. Si vous investissez sous format thématique, ça veut dire qu'il faut que vous sachiez gérer derrière une diversification de vos thématiques et une diversification de son sectoriel. Je vais vous faire je vais partager l'écran de notre site pour vous montrer comment ça se passe sur notre site. Euh, euh, voilà, hop, partager. Donc, je suis allé sur le site épargne.boursedirect.fr où vous avez, quand vous rentrez dans votre espace, vous avez ici où vous rentrez vos informations personnelles. Donc, je sais que c'est deux sites, Épargne et Bourse Direct. C'est deux sites différents. Donc, il faut deux espaces clients différents où vous renseignez votre information, votre conjoint. Si vous voulez faire une co-souscription, c'est pas obligatoire. Votre patrimoine, vos objectifs, la connaissance du marché, et vous renseignez votre carte d'identité et justificatif de domicile et RIB. On a besoin de votre RIB aujourd'hui pour pouvoir faire le prélèvement ou pour vous rembourser plus tard. Euh, Suite à ça, vous avez des documents réglementaires à signer et ça se signe chez nous en SMS. Et après, vous pouvez passer directement à la souscription et vous allez voir les produits à souscrire. Donc, vous voulez un produit de la société de gestion Odyssée. Vous avez les deux produits qui sont possibles à souscrire, le PME Odyssée PME Croissance. Donc, on reprend les informations. Donc, la souscription minimum. Les frais de souscription chez nous sont à 22. La réduction est de 22,5%. La durée d'investissement est prévue de 7 à 9 ans. On peut faire une co-souscription sur ce produit-là. C'est pas forcément une recommandation qu'on fait. Ça dépend de vos contrats de mariage, mais on choisit le souscripteur. On monte la quantité qu'on veut souscrire ou on écrit la quantité qu'on veut souscrire, ce qui nous calcule automatiquement le montant de la réduction d'impôt que vous allez avoir dans le plafond des niches fiscales. Donc effectivement, parce que tous ces produits-là, tous les FIP, FCPI rentrent dans le plafond des 10% des niches fiscales. Vous avez la possibilité de payer par virement ou par chèque chez Odyssée et on l'inscrit automatiquement. Ah non, on peut l'inscrire aussi sur un compte titre. Donc vous pouvez sélectionner le compte titre sur lequel vous voulez livrer votre le produit. On fait pas encore aujourd'hui de règlement livraison chez Odyssée, c'est-à-dire où on va prendre directement l'argent de votre compte titre ordinaire chez Bourse Direct et c'est nous qui allons payer Bourse Direct à votre place et on va recevoir les titres qu'on inscrira sur le compte. On va essayer de le mettre en place pour l'année prochaine, ce qui simplifiera un petit peu les. Donc on rappelle le plafonnement des niches fiscales. Si vous avez été démarché, vous nous mandatez pour qu'on vous propose des produits de ce type-là. On a la déclaration d'origine des fonds, qui est une obligation maintenant partout. Vous nous mandatez pour réceptionner et transmettre votre bulletin de souscription. On a une concordance produit pour voir si c'est adapté à votre profil. On a un test pour voir si vous avez bien compris les risques sur le produit, sur la liquidité du produit, les avertissements. Et ici, vous signez, vous validez directement, ce qui vous permet de retrouver dans votre souscription dans notre parcours. Vous voyez ici le document que vous allez signer, donc ça remplit
tout le document de Odyssée, alors ça l'a rempli. Alors, avec le partage d'écran, ça marche pas, mais normalement, voilà, ça le remplit. Donc on vérifie si c'est bien fait. Et après, vous signez ici, ça vous envoie un mail pour pouvoir, euh, pour pouvoir signer via SMS. Et comme c'est une signature d'électronique de niveau 2 avancé, il faut téléverser aussi votre carte d'identité chez notre prestataire YouSign. Et là, on reçoit votre dossier, on vérifie que l'adéquation, que tout est normal, et on le transmet directement à Odyssée. Le plus dur, c'est de rentrer vos informations sur vos objectifs, votre patrimoine, vos connaissances de marché. Ce qui est important pour nous, de vérifier la bonne adéquation, la bonne compréhension du produit et tout. Voilà, je vous embête pas plus avec ces méthodes-là. J'espère que j'ai été clair. Hop, j'arrive pas à remettre le. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions pendant euh, voilà, bah écoute, merci Mathieu d'avoir répondu pour moi. Merci beaucoup, Nicolas. Alors, alors, la question c'est PEA et compte titre, c'est pas moi qui m'en occupe. Mais voilà, donc si vous avez d'autres questions, on est à votre disposition. Sinon, on va. Et puis je réponds sur notre site en haut, vous avez un numéro de téléphone, le 01 56 88 40 44. Quoi 2, vous pouvez me joindre pour discuter des produits et souscrire. Bah, écoutez, il n'y a pas d'autres questions. Je pense qu'on a été assez clair, Mathieu. Je te remercie de ta présence, comme chaque année. Ben, merci beaucoup à toi. Et je vous souhaite à vous tous une bonne soirée, un bon dîner. Excellente soirée à tous. Merci à vous.